Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs. L'invité change de décor pour recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Steve Mbika. Il est député national et délégué de l'opposition au dialogue qui se tient en ce moment à la Cité de l'Union africaine. Monsieur Mbika, bonjour. Bonjour. Alors, le dialogue est bloqué. Il faut le dire, depuis quelques jours, on ne fait que passer de report en report. Et la dernière fois, c'est un draft, un projet d'accord qui vous avait été remis. Et on spécule, on part dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce draft prévoit concrètement ? Il faut commencer par dire que le dialogue n'est pas bloqué. Le dialogue continue. Sauf que les gens ont tendance à confondre le dialogue avec la conférence nationale souveraine. Ici, nous sommes en négociation politique. Et même quand il n'y a pas de plénière, les travaux se poursuivent dans des composantes. Il y a aussi des contacts des couloirs pour essayer d'avoir des compromis. Donc, le dialogue se poursuit. Nous avions, nous de l'opposition, demandé un report. Comme vous savez, qu'il y a eu des manifestations dans cette ville qui étaient, n'est-ce pas, demandées par une partie de l'opposition. Oui, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Il fallait compatir d'abord avec les familles des victimes. Il fallait que le deuil passe pour que nous reprenions. Mais entre-temps, pour ne pas... même si, bon, on a qualifié ceux qui sont morts de pillards. Oui, alors je ne viens pas sur cette piste. Alors, pour ne pas bloquer les choses, la facilitation nous a donné un draft du projet de l'accord, l'accord qu'on va conclure. Alors, au lieu de partir dans la salle sans des éléments précis de négociation, nous, au niveau de l'opposition, nous avons créé un groupe restreint qui a travaillé sur ce draft. Nous y avons travaillé, on a terminé hier dimanche et nous attendons maintenant des contacts directs avec nos frères de la majorité pour nous mettre d'accord. Qu'est-ce que ce draft prévoit? Qu'est-ce que l'on peut retenir d'essentiel? Le draft résume presque les travaux qu'on a eus dans différentes commissions. Nous avions une commission qui avait parlé de la sécurité pendant les élections. La commission qui avait parlé de l'éthique des élections. Donc, la facilitation, attirer des matières dans toutes ces commissions. Et quand vous lisez le projet, vous verrez très bien que les délégués au dialogue ne sont pas allés pour trahir le peuple. On a pris en considération le point de vue du peuple, de la mesure où, depuis que nous sommes au dialogue, en commençant par le comité préparatoire, il n'y a personne qui avait parlé des référendums, contrairement aux rumeurs, que ce soit les délégués, la majorité et de l'opposition. Personne n'a parlé de révision constitutionnelle. Personne n'a parlé d'un troisième mandat pour le président de la République actuelle. Donc, c'était ça le vœu du peuple. Non, pas seulement. Le vœu du peuple était également pas de glissement. Oui, donc ici nous sommes dans le domaine politique, du réalisme. Depuis le mois de janvier 2016, nous, dans le cadre de la nouvelle classe politique et sociale, notre plateforme, nous avions fait des études. On avait compris qu'il n'y aurait pas, n'est-ce pas, élection cette année. Et on avait proposé une transition. Et ce matin, j'ai fait un sondage sur Twitter. J'ai demandé aux gens si l'accord reprenne le fait qu'il n'y a pas référendum, pas de révision constitutionnelle, le chef actuel n'est pas candidat et une transition d'une durée minimale d'une année, quel est votre point de vue? Allez sur Twitter, cherchez ma page, vous verrez que
95% des gens sont d'accord avec ça. Alors, nous avons tenu compte des aspirations du peuple. Maintenant, il reste à voir comment est-ce que... Et puis l'accord prévoit aussi que le Premier ministre sorte de l'opposition. Tout ça, moi je crois que c'est ce qui était faisable. Donc, la délégation de l'opposition au dialogue n'est pas allée pour trahir la population. Bien au contraire, cette délégation a pris en compte le vœu de la population. On a déjà le draft qui va finalement être voilà, adopté. Ce sera cela, l'accord. Hein, Non, oui. on l'appelle draft, mais on n'a pas encore négocié. Beaucoup de choses qui sont dans ces drafts ne sont pas les points d'accord. Donc, on n'est pas encore tout à fait d'accord. Exemple, pour ce qui est de la gestion consensuelle, cette période intérimaire, parce que je crois que c'est le terme qui va être consacré. Au lieu de transition, ben, ça sera un gouvernement intérimaire. Mais vous fouillez tous les concepts qui ont été développés ces dernières années, parce que bon, ça va vous desservir. Hein. Glissement, on parlera pas de glissement, on parlera pas de transition, puisque ça va forcément vous desservir. Hein. Enfin, pas vous, les autres étaient opposés, et maintenant ils y entrent. Bon, ce que nous allons faire maintenant, ce n'est pas un glissement. C'est pas un glissement. Ça serait un glissement si on laissait le président de la République continuer comme ça, sans rien. Voilà maintenant qu'on a marqué un point d'arrêt. Un point d'arrêt où nous allons tous, n'est-ce pas, co-gérer le pays pendant ce temps. Ça, c'est pas un glissement. Ça, c'est une période intérimaire ou une transition, en quelque sorte. Mais comme on ne change pas les constitutions, je crois que le terme intérimaire est propice. Oui. D'accord. Mais quand est-ce qu'on organise la présidentielle? Oui, comme nous avions eu à le dire déjà dans le cadre du Parti travailliste et même de la NCPS, nouvelle classe politique et sociale. Nous avions dit que le temps transitoire ou intérimaire dépendra du calendrier électoral consensuel. Et ce rôle est dévolu à la CENI. Donc ça ne sera pas à vous. Nous donnons, délégué au dialogue, d'en décider. Nous donnons des indications qui poussent à un consensus qui permet à la CENI d'amener un projet qui tient compte des avis de la classe politique. Et le vœu est que la période soit la plus courte possible. Mais moi, j'ai dit qu'on ne doit pas la maquiller, cette période. Parce que si on la maquille, on va encore violer les délais, on va revenir. Exemple, on peut dire, nous voulons une élection dans 2 mois, après décembre. Les gens vont se frotter les mains, ils vont crier, ils seront contents. Mais si après 2 mois, il n'y a pas d'élection, ça nous rattrape. On aura maquillé. Alors, il faut faire les choses convenablement. Si c'est une année, c'est une année. Si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Il ne faut pas on ne joue pas avec le temps. On ne triche pas avec le temps. Donc, prenons le temps réel. Ça ne doit pas tirer en longueur, n'est-ce pas? Mais si c'est au titre trop court, il y a un problème de moyens. L'argent, il faut le mobiliser. Alors, je préfère que pour qu'on ait encore des tensions dans le pays, qu'on fasse des choses proprement. Qu'on ait un délai acceptable. 1 année, peut-être 1 année et demie ou 2 ans. Tout va dépendre de ce que va nous présenter la CENI. Et vous voyez aussi qu'il y en a qui continuent à parler d'un vrai dialogue. Il y en a qui disent, voici un vrai dialogue. On va y arriver. Alors, on va y arriver. Oui. Donc, vous allez terminer le dialogue de la Cité de l'Union africaine sans la date de la convocation de l'électorat, sans la date de la présidentielle. Non, quand nous parlons du calendrier, des indications, c'est-à-dire quand on va nous dire, si nous mettons d'accord sur la date approximative des élections, parce que moi j'aime être précis dans les termes, eh bien, nous aurons une idée sur des dates des élections, dates des passations du pouvoir. Ça sera fait. Donc, on ne va rien éluder là-bas. Parce que j'ai constaté que toutes les composantes sont de bonne foi. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, la société civile, tout le monde, on est de bonne foi. Et je suis très sûr que les choses se passeront convenablement. La majorité, on l'accuse.
par certains analystes, enfin même par certains membres de l'opposition qui sont au dialogue et ceux qui sont en dehors, d'avoir cherché à tout prix le glissement. Non pas comme une fin, mais comme un moyen d'obtenir un troisième mandat pour le chef de l'État. Vous ne pensez pas qu'avec cette transition, ce temps intérimaire, comme vous l'appelez, ce temps de gestion consensuelle du pouvoir, eh ben, c'est le glissement qui est en fait consacré et qui va permettre par la suite au pouvoir de se maintenir. Parce que ceux qui pouvaient plaider pour un troisième mandat ne l'ont pas fait. Parce que cette période sera... Ils le feront en son temps. Pour l'instant, on obtient d'abord le glissement. Mais c'est impossible parce qu'il n'y aura pas notre dialogue. Parce que la période intérimaire ou transitoire sera régie par la constitution actuelle, ok, avec l'accord. Ici, on ne peut pas parler de la violation de la constitution parce que... La constitution n'a pas été violée. Parce que l'accord que nous allons avoir équivaut à ce que nous avons appelé au niveau du PT ou NCPS depuis le mois de janvier, convention constitutionnelle. J'y reviens encore. Au fait, ce projet, cet accord, c'est une convention constitutionnelle. C'est quoi une convention constitutionnelle? C'est quand on est buté à une difficulté dans un pays, ça c'est fait dans des pays de vieille démocratie, quand une disposition constitutionnelle ne produit plus d'effet ou est dépassée, ou ça devient ce qu'on appelle une loi dormante, où il y a un fait qui n'a pas été prévu par les lois de la République, la classe politique s'est réunie, négocie un compromis qui permet de passer ces caps, n'est-ce pas, de ne pas bloquer le pays. Et que cet accord de la classe politique est entériné par un juge constitutionnel, eh bien, c'est logique. On ne dit pas qu'on a violé la Constitution, mais on a cherché à trouver des solutions à un problème qui bloquait le pays. Comme j'ai toujours dit aux gens, ceux qui me suivent, ils vont aller sur Google, ils vont taper Convention constitutionnelle. Ils vont voir ce que ça veut dire. Donc, voilà pourquoi nous avons, nous tous, réaffirmé notre volonté, n'est-ce pas, de respecter tous les articles de la Constitution, du premier au dernier. Donc, la période intérimaire sera régie par la Constitution avec des principes arrêtés au niveau, n'est-ce pas, du dialogue. Non, on ne rajoute pas la Constitution de 2006 et de l'autre, la Convention qui va faire en sorte que les articles qu'on va plonger dans le sommeil puissent, bon, voilà. Non, on ne plonge aucun article dans le sommeil. Ici, je pense qu'il va s'agir d'avoir le même entendement, n'est-ce pas, un entendement négocié, consensuel sur, le sens de l'article 70 de la Constitution qui permet à ce qu'on puisse passer ces caps-là. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement une violation de la Constitution. Bien sûr, notre Constitution a toujours été violée. Il faut maintenant qu'on s'entende pour ne plus jamais la violer. La Constitution, à l'article 2, avait prévu 26 provinces. Il y avait un timing pour le faire. On a fait 10 ans sans l'avoir fait. C'est une violation. L'article 10 parle de la nationalité congolaise, qui est une exclusive. Aujourd'hui, nous avons dans nos institutions les gens qui ont double nationalité. C'est une violation. Donc, elle est violée sématiquement. Mais on doit s'entendre pour arrêter de la violer. C'est ça. Et la non-tenue de la présidentielle, essentiellement cette année, n'est pas le coup de grâce donné à cette Constitution. Non, ça c'est une façon de violenter la Constitution, comme je disais. Nous sommes maintenant pas dans une période de condamnation, de jérémiade. Nous sommes dans une période de la recherche des solutions. On a passé beaucoup de temps à condamner, à désigner les coupables. Aujourd'hui, comme nous sommes en pleine négociation, en plein dialogue, c'est pas le moment de continuer toujours à pointer du doigt. C'est le moment maintenant de chercher des solutions, n'est-ce pas, au manquement. On sait qui a tort,
on sait qui est responsable de ce qui arrive. C'est une composante qui est bien connue. Mais est-ce nécessaire de continuer à le répéter parce que c'est déjà connu? Non. Mais non, il faut chercher des solutions. Les concertations, les recommandations, comme on les a appelées, des concertations nationales, étaient la garantie de l'exécution venait du chef de l'État. Qu'en sera-t-il de l'accord politique du dialogue? Qui en garantirait l'exécution? Non, dès lors que nous sommes mis d'accord, tous au dialogue, de respecter la Constitution prévoit des institutions de la République qui existent. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons l'institution président de la République, nous avons le cours des tribunaux, et que sais-je encore. Donc, les résolutions du dialogue, parce que l'accord va répondre, les résolutions de dialogue passeront sûrement par exemple l'Assemblée nationale, qui devra les entériner. Parce que ça n'était pas le cas des recommandations de concertation nationale? Pas du tout. Et puis là-bas, il n'y a pas eu un accord politique signé par les deux parties, non. Mais ici, il y a un accord négocié pendant longtemps avec le pouvoir et la majorité et d'autres composantes. C'est tout à fait différent. Alors, pour que ça soit opposable à tous, parce que quand l'accord est signé, l'accord ne concerne que les parties signataires. Mais dans ces projets-là, il est laissé une ouverture pour permettre à d'autres forces politiques et sociales d'adhérer à l'accord. Alors, quand les résolutions de l'accord sont entérinées par les institutions, ça devient opposable à tous. Parce que l'accord... Vous parlez de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. Oui, l'accord va produire un gouvernement. Alors, vous pensez que si ce gouvernement décidait par exemple que tel jour c'est férié, est-ce que quelqu'un va dire non, lui, ça ne le concerne pas, il va au travail? Non. C'est pour cela que c'est nécessaire de s'impliquer dans l'accord pour ne pas le subir. Gouvernement de large union nationale, ça sous-entend un gouvernement éléphantesque. Et il y a des pays, enfin, il faut payer tout ce monde-là. Nous nous plaignons de ne pas avoir d'argent. Comment on va faire? Non, vous pensez que les dépenses qu'on pourrait faire pour un gouvernement seront donc plus importantes que les dépenses qu'on ferait suite au désordre qui produirait un désaccord politique? Que non. Et aussi, ce n'est pas quand on dit large union nationale, ça ne veut pas dire que ce doit être un gouvernement éléphantesque. Ça veut dire on en a l'expérience chez nous, hein. On en a l'expérience. Ça veut dire tout simplement que toutes les sensibilités devraient être représentées. Et on comprend ce que ça veut dire. Si toutes les sensibilités doivent être représentées dans un gouvernement, on sait ce que ça veut dire. On n'a pas 1000, hein? Bon, pas 1000, mais voilà. Tout ce personnel devrait être payé et en même temps on doit faire des économies. Le ministre Ntambo a dit, et vous l'avez soutenu, que nous devons financer tout seuls, comme des grands garçons, nos élections. Il faut faire des économies. Nous sommes dans une période assez morose, nous sommes en récession, on va le dire. Comment tout cela va? Est-ce que ce n'est pas justement cette raison-là qui va nous pousser à repousser encore davantage les élections? Non, c'est pas ça. Je crois. C'est une inquiétude qui peut se justifier. Mais quand il s'agira de mettre en place le gouvernement, je pense et je souhaite qu'on tienne compte de cette préoccupation. Très bien. Le vrai dialogue. Les événements du 19 et 20 septembre sont passés par là et vous a rappelé, vous qui siégez à la Cité de l'Union africaine, de la problématique de l'inclusivité. Le dialogue n'est pas encore assez inclusif et la population vous l'a fait savoir pendant 2 jours. Et la communauté internationale a également réagi. La Belgique essentiellement a parlé d'un vrai dialogue qui doit être convoqué et du remplacement de Dème Kodjo. Alors, vous continuez à progresser comme si de rien n'était, hein. Le chien aboie, et bien nous, la caravane, nous avançons. Tout le monde connaît mes positions, notamment celle de la nouvelle classe politique et sociale, NCPS et de mon parti. Nous pensons que la RDC n'est pas une province de la Belgique ou de la France ou des États-Unis. Déjà, la Belgique a un grand problème chez lui de séparatisme entre Wallons, Flamands et tout ça. On ne voit pas les Congolais mettre un point de vue là-dessus. Ils se tapent dessus là-bas.
Une fois, j'ai été en Flandre, j'avais perdu un passeport. Je vais à la police, je parle français. On me dit, monsieur, si tu veux parler français, va parler à Charleroi. Donc, eux-mêmes n'ont pas cette unité. Donc, la Belgique n'a pas tellement des leçons à nous faire. Ok? Nous devons le faire parce que le peuple veut. Mais la Belgique, c'est la communauté internationale. La Belgique, il y a quand même un passé qui lie la Belgique à la RDC. Les gens qui me suivent peuvent encore taper sur Google. Taper communauté internationale. La première explication qui vient, c'est un ensemble des pays et des personnalités les plus puissants. Pays et personnalités, donc, qui sont puissants. Quand nous prenons un point de vue en Afrique, on ne dit pas communauté internationale, hein? Même quand c'est la Chine. Hein? Mais c'est quand c'est États-Unis, France, Belgique, Angleterre, Allemagne. Donc, on appelle ça communauté internationale. À l'époque, ici au Congo, on tablait sur le jour de ce qu'on avait appelé la Troïka. C'était la Belgique, la France, je crois, États-Unis. Aujourd'hui, c'est une nébuleuse qu'on appelle communauté internationale. C'est un moyen utilisé par les puissances pour dominer d'autres pays. Et ça marche. Donc, et ce que nous appelons de l'impérialisme. Et ça marche. Et ça marche parce que... et ça n'est pas loin de s'arrêter, hein. En tout cas, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que les acteurs politiques africains consentent ça. D'ailleurs, moi, on me prend pour un fou. Et si j'ai des problèmes avec beaucoup de nos compatriotes, c'est parce que j'ai dit un non catégorique à cette forme d'impérialisme. Donc, moi, je ne tiens pas compte de ce qu'eux disent. Parce que nous ne gérons pas dans leurs affaires. C'est bien qu'ils puissent peut-être donner des conseils, c'est pas mal. Mais quand François Hollande dit par exemple que j'avais dit que je ne peux pas transiger sur les dates des élections en RDC. Messieurs, si nous avions une classe politique assez mature, tout le monde, majorité opposition, allait attaquer Hollande. Parce qu'on continue à nous prendre pour des gosses. Vous voyez? Et ce n'est pas acceptable. Nous prêtons le flanc en ne faisant pas les choses comme il le faut. Voilà. C'est comme ça que souvent, quand je parle de notre indépendance, notre souveraineté, je dis toujours ceci. Ce sont les dirigeants de nos pays eux-mêmes qui prêtent le flanc à ces ingérences. D'abord, quand on viole la Constitution, on viole les lois, quand on viole les droits de l'homme, ça donne une ouverture d'ingérence à ces gens-là. Il faut commencer. Et quand on tend la main tout moment pour les élections, pour les budgets, vous voyez, il faut commencer par éliminer les causes de cette ingérence. Vous voyez, malgré ça, moi je ne peux pas accepter ça. Je condamne les pratiques qui font qu'ils s'ingèrent et je condamne aussi cette ingérence. C'était qu'une parenthèse. Je vais parler de vrai dialogue. Le vrai dialogue, c'est celui qui tient compte de ce que veut le peuple. Ce n'est pas là où tout le monde doit se présenter. Parce que, que veut le peuple? Pas de troisième mandat pour le chef de l'État. Pas de révision constitutionnelle. Pas de référendum. Ainsi de suite. Oui. Dès lors qu'on tient compte de ces préoccupations, c'est l'essentiel. Parce que nous devons éviter, vous savez, les saintes écritures condamnent l'idolâtrie. Et quand on amène l'idolâtrie en politique, ça a des effets néfastes parce que les disciples... Qui idolâtre qui? À des actes... Qui idolâtre qui, Steve Mickey? À des actes de destruction parfois, parce que on pense, on ne s'accroche pas aux idées, on s'accroche aux hommes. Mais quand les idées défendues par les hommes sont prises en compte dans le dialogue, donc le dialogue est inclusif. Quand cet accord laisse une ouverture d'adhésion à d'autres forces, c'est inclusif. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Dès qu'il y aura un gouvernement, ici, dialogue, un gouvernement intérimaire, s'il y a un groupe de Congolais qui reste en marge de ce qui s'est fait, ça va constituer justement une opposition à ces gouvernements. Alors ces gouvernements, je ne pense pas qu'il y ait encore un dialogue du type celui que nous avons. Ce gouvernement devra alors continuer à avoir des négociations directes avec ses frères et sœurs, parce qu'ils sont des Congolais.
Ils ont le droit, par exemple, même d'être au gouvernement. Ils ont le droit, dans leur point de vue, pour toujours arrondir les angles. Mais dire que le dialogue n'est pas inclusif parce que certains ne sont pas là. Et l'inclusivité du dialogue, c'est comme ça, comment? C'est au niveau de l'ouverture qu'il y a d'accepter tout le monde. Est-ce que les concertations vous ont empêché, vous qui n'y avez pas participé, d'y aller? On vous avait dit non, monsieur, on n'a pas besoin de vous. Oui, le concertation, n'est-ce pas? On ne nous a pas refusé d'y aller. Donc les concertations Mais étaient également inclusives. non, la façon dont elles étaient convoquées, préparées par un seul camp, ne nous avait pas plu. Et nous n'avons pas rejeté les résolutions de concertation. On ne les a pas rejetées. Tout simplement. Mais vous avez été porte-parole d'une structure qui appelait au vrai dialogue. Oui, c'est parce que les questions fondamentales n'avaient pas été traitées et résolues. Oui. Donc aujourd'hui, moi je crois que tous ceux qui refusent de rejoindre ce dialogue n'auront plus de matière. Parce que nous prenons en compte, le peuple a parlé le 19 septembre. Nous sommes obligés de prendre en compte ce que le peuple a dit dans notre accord. Mais dès que c'est pris en compte, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on va dire encore? On va encore dire. Donc il n'y aura pas d'autre dialogue. Et le gouvernement qui va être mis sur place, au fait. Moi, j'ai compris les revendications du peuple le 19 et le 20. S'il y a casse, ça, ce sont des effets collatéraux de ça. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est le chômage. La richesse du Congo n'est pas redistribuée équitablement à tous les Congolais. Parce que on le fait à travers les emplois, le travail. Si les jeunes, surtout les emplois des jeunes... On n'aura pas mission de résoudre ces problèmes. Votre mission est essentiellement électorale. Non, ça c'est un processus. Non, on ne peut pas tout arrêter pour les élections. Si les jeunes ont de l'emploi, ils n'ont pas le temps en une année, vous donnerez l'emploi à des jeunes qui ont attendu 5 ans ou peut-être plus. Je ne suis pas le Premier ministre de la transition déjà. Oui. Je ne donne pas le programme du gouvernement. Je parle de la gestion du pays en tout temps et en toutes circonstances. Si les jeunes ont du travail, ils n'iront pas casser. Ils n'auront pas le temps de tout le temps être dans la rue. Donc, quand les jeunes font ça, c'est qu'ils sont mécontents. Ils n'ont pas du travail. Ils savent pas vivre. Alors, il appartient aux acteurs politiques de trouver des solutions à ces problèmes. De comment... Vous voyez, dans ce pays, toute la richesse est entre les mains de qui? Entre les mains des étrangers et des gouvernants. Parce que vous ne m'estirez pas 5 Congolais qui sont riches. Nous sommes un pays où la richesse est essentiellement entre les mains, n'est-ce pas, des étrangers, qui ne créent pas tellement d'emplois parce que cet argent, quand ils les produisent, ils l'exportent chez eux. Et les acteurs politiques congolais qui ont travaillé depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont gagné de l'argent, n'ont pas pu distribuer cet argent à d'autres Congolais parce qu'ils l'ont placé dans des pays étrangers où cet argent profite aux étrangers. Ok? Ils n'ont pas investi au pays. Or, d'après notre philosophie de la NCPS, ok, il faut placer l'argent dans ce que nous appelons investissement socialement responsable pour responsabiliser le capital en créant des œuvres qui profitent à la communauté et qui fait que votre argent est gagné par tous les autres. Malheureusement aussi, quand les gens investissent au pays, à un moindre incident, on va casser ce qu'ils ont investi. Cela pousse les autres à ne plus investir. Vous prêchez pour votre propre chapelle, on a compris. Mais non, ça c'est notre philosophie de tout le temps. Le gouvernement, le prochain, ce sont 2 petites questions, je vais finir par là. Le prochain gouvernement qui sera mis en place d'ici 30 jours, à dater de la signature de l'accord politique concluant le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Le budget qui va être financé, comme toujours on le sait, à plus de la moitié ou presque par l'étranger. Est-ce que vous allez être d'accord, vous ministres, de travailler avec un budget financé à moitié par l'étranger? Non, c'est pas forcément si je suis au pouvoir, au gouvernement ou pas. Non, que je sois député ou non député, ministre, pas. Ma philosophie demeure.
je suis contre le fait de compter sur l'argent. Et c'est encore le cas. On ne va pas changer cela. Vous nous voyez changer cette situation d'ici 30 jours? Non, d'abord, souvent des promesses là sont fallacieuses. Généralement, ils promettent, ils ne donnent pas. Oui. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que tous les ministres qui feront partie du prochain gouvernement ne puissent pas se présenter à la présidentielle? Si vous prenez, en partant du Premier ministre. Si vous prenez le projet de cet accord et vous prenez le plan de sortie de crise de la NCPS que j'avais défendu, c'est à 95% la même chose. Et déjà au mois de janvier, nous avions demandé que les animateurs de l'exécutif de la transition ne soient pas candidats aux élections futures. Vous voyez? Et ici, on a amélioré notre idée parce qu'on a dit que ceux qui voudraient être candidats devraient démissionner 92 jours avant les élections. Et je suis d'accord avec ça. D'accord, on comprend ce qui va se passer. On comprend déjà ce qui va se passer. Merci beaucoup, Steve. Non, mais pour terminer, je vous ai parlé d'un sondage. Oui. D'un sondage. Je donne un numéro, n'est-ce pas? Par rapport au contenu de l'accord, les gens peuvent répondre par SMS. S'ils sont d'accord ou pas? Oui, c'est-à-dire ils sont d'accord ou pas et quelles sont les idées qu'ils préfèrent qu'on intègre dans l'accord, hein, parce qu'on doit faire leur... Alors vous dites ça rapidement, c'est quoi? Donc ils peuvent nous saisir à ce numéro 085 083 66 62. Je répète, 085 083 66 62 ou aller sur Twitter, chercher Cartésien 243. C'est comme ça qu'on m'appelle. Alors la question c'est... La question c'est, quel est votre point de vue? Si on intègre dans l'accord, n'est-ce pas politique, nous négocions le fait qu'il n'y aura pas référendum, il n'y aura pas révision constitutionnelle, le chef de l'État actuel n'est pas candidat aux élections parce que au respect de la Constitution. Non, troisième mandat. Pas de troisième mandat. Quoi encore? Je crois que c'est suffisant. Une transition d'une année ou de 2 ans, ça dépend des données en présence. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont des idées que vous pouvez donner à l'opposition? Merci beaucoup, Steve Mbikey, député national élu en 2011. Vous êtes délégué de l'opposition au dialogue qui se déroule à la Cité de l'Union africaine. Merci d'avoir été... Porte-parole de la nouvelle classe politique et sociale. Exactement, et président de PT, Parti travailliste. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci, c'est la fin de l'invité. Bonne continuation de programme sur votre chaîne.